Et nous sommes de retour pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Niger. Le CNSP autorise le Burkina et le Mali à intervenir en cas d'agression. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali, Olivier Arwamba et Abdoulaye Diop, étaient en visite ce jeudi 24 août à Niamey au Niger, où ils ont été reçus par le nouvel homme fort du pays, le général Abdourahmane Tiani. À l'issue de cette rencontre, un communiqué officiel a été lu annonçant que le Mali et le Burkina Faso ont salué la signature d'ordonnances autorisant les forces de défense et de sécurité de ces deux pays à intervenir en territoire nigérien en cas d'agression. Occasion pour ces deux pays aussi de rappeler à la communauté internationale qu'une intervention militaire au Niger serait pour eux une déclaration de guerre. Alors les choses se précisent de jour en jour au Sahel pour l'entrée en guerre facile du Mali et du Burkina aux côtés du Niger en cas d'actes militaires étrangers. Je voudrais bien commencer par vous, Jérôme. Oui, dans tous les cas, je crois que le Niger est en train de protéger son territoire contre la supposée agression que la CEDEAO est en train de préparer. La CEDEAO elle-même a déjà violé le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance en prenant toutes ces sanctions-là. Et toutes ces sanctions qui ne se figurent pas dans ce protocole. J'ai lu le protocole un peu, j'ai vu que trois sanctions dans ce protocole-là. Maintenant, si à part, mis à part les sanctions économiques, etc., la CEDEAO se prépare encore à aller sur ce terrain de guerre. Moi, je crois que la CEDEAO est en train de commettre des erreurs plus graves que les erreurs commises par Prigozhin contre Poutine. Et donc, pour moi, en toute sincérité, il va falloir que la CEDEAO renonce à son projet-là. Parce que elle ne connaît pas encore les conséquences de cette guerre ou de ce projet-là. Je le disais parce que la Russie, d'abord le Mali, le Burkina sont dans le Sahel comme le Niger. Et le Mali, le Burkina, la Guinée et les autres ont des alliés comme la Russie. Et la Russie aussi a... Pas eux tous, parce que... Mais dans tous les cas. Officiellement, la Guinée, le Burkina n'ont pas de relations directes au plan militaire. Ce que je dis, si aujourd'hui le Niger fait appel au Burkina et au Mali, alors que le Mali a des alliés comme la Russie, et la Russie va vouloir en tout cas appuyer le Mali. Et de l'autre côté, par transition, de l'autre côté, la Russie aussi a des alliés comme la Chine, etc. Et tout ce monde-là va vouloir quand même se partager, ou sont en train quand même de se partager une partie de l'Afrique. Chacun a son intérêt dans le Sahel. Maintenant, tout ce qui va se faire va s'assimiler peut-être à une guerre, une troisième guerre mondiale, si véritablement chacun voulait quand même protéger son intérêt dans cette situation-là. Et je ne pense pas que par rapport aux intérêts des autres pays que l'Afrique va s'embraser juste parce que la CEDEAO veut jouer le rôle de quelqu'un. Maintenant, j'ai lu des choses aujourd'hui, déjà au niveau de la frontière entre le Bénin et le Niger. Le Niger au niveau de Malanville. Et le Niger, l'armée nigérienne a bloqué la principale allée entre les deux pays. De toute façon, la frontière est fermée. Oui, mais la frontière est fermée, mais il y avait un passage quand même qui permettait aux usagers quand même de rentrer de l'un ou de l'autre côté. Mais maintenant, aujourd'hui, ils ont carrément fermé avec un conteneur, ce qui empêche même les piétons de passer, les motos de passer. Donc, ça devient compliqué. C'est pour ça que je dis que si, avec la fermeture de ces frontières, les marchandises sont restées au niveau des frontières et que ces marchandises-là se gâtent. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que la CEDEAO va vouloir quand même continuer par se préparer dans ce projet-là. C'est pour ça que je dis il faudrait qu'elle renonce à son projet. Pour moi,
le Niger est dans son rôle. Le Niger est dans son rôle. Moi, je ne peux pas me En permettre autorisant le Mali et le Burkina d'intervenir. Pourquoi pas? Nous sommes, il y a des accords qui lient beaucoup de pays dans ces genres de situations. Et je crois que ce n'est même pas fini. Je suis sûr qu'après, comme le Niger fait frontière à l'Algérie, le Niger va encore demander l'appui militaire de l'Algérie, il va encore demander l'appui militaire. Et surtout que, moi je ne veux pas parler de la junte, moi je parle des potistes qui avertissent quand même la CEDEAO qu'elle ne viendra pas amplement chanter avec son projet de guerre. Et ce qui va être fatal, en tout cas à mon sens, c'est que le Niger, le Burkina, le Mali sont régulièrement en guerre. La Côte d'Ivoire n'a jamais fait de guerre. Les autres pays, en tout cas pour moi, n'ont jamais fait de guerre en tant que tel. S'entretuer dans la rue au cours des élections, c'est différent de la guerre. Je ne suis pas militaire, je n'ai pas été à l'école de la guerre, mais je sais qu'il y a une grande différence. Si le Mali avait pris 47 militaires burkinabés et la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à déclarer la guerre contre le Mali, et c'est aujourd'hui qu'elle va vouloir quand même déclarer la guerre contre le Niger. Moi, je crains aux conséquences qui seront assez fatales pour l'Afrique de l'Ouest. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre entre la Côte d'Ivoire et le Niger, mais de la mise en exécution d'une décision de la CEDEAO. Justement, la CEDEAO même a violé vous l'avez dit tout à l'heure, a violé selon vous ces principes, ce qui n'est pas toujours partagé par tout le monde. Je viens à vos credos. Aujourd'hui, finalement, le Niger avance en autorisant officiellement le Burkina Faso et le Mali à intervenir militairement en cas d'agression, ce que ces deux pays avaient déjà dit qu'ils considéraient comme une déclaration de guerre. Non, mais moi je dirais que en fait cette autorisation n'est pas une surprise, parce que aux premières heures de la prise de pouvoir par les militaires, nous avions observé le soutien et du Burkina Faso et du Mali, qui sont des pays aujourd'hui qui sont dirigés par des corps habillés. Donc ils ont manifesté, et clairement, ils ont même sorti un communiqué conjoint, un communiqué qu'on peut assimiler à une défiance de la CEDEAO, à des invectives, parce que les termes de ce communiqué mettaient totalement en difficulté la commission de la CEDEAO ou bien la conférence des chefs d'État. Donc là, que le Niger est aujourd'hui, que les militaires au pouvoir est aujourd'hui autorisé officiellement le Mali et le Burkina à venir à son secours militairement en cas de présence de forces de la CEDEAO dans l'optique de rétablir le président déchu Bazoum. Donc ce n'est pas une surprise. Maintenant, il faut, lorsqu'on va interroger même le mécanisme, Jérôme a parlé d'un protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc je crois que au-delà de ce protocole qui parle de la démocratie et de la bonne gouvernance, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO est souveraine également pour prendre des décisions. Quand on veut également remonter un peu dans l'histoire, je crois que l'homme doit savoir fermer sa bouche à un certain moment. Avec ce qui est arrivé au Niger, je dirais que c'est un camouflet pour le président nigérian qui, quelques mois après son élection, a été porté à la tête de la commission de la CEDEAO. Lorsqu'il a fait cette déclaration, comme quoi plus de coups d'État militaires, donc on se demandait sur quoi il comptait. Donc là, il a été désillusionné. Ça n'a pas fait 3 mois, ou bien ça n'a pas fait moins de 6 mois. Voilà qu'un coup d'État arrive dans un autre pays. Maintenant, il est obligé de rester dans cette posture, parce qu'il ne peut pas se dédire jeune président du Nigeria, de la commission. Jeune vieux président. Non, mais moi je dis jeune président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Il a déjà tenu des propos, disons des propos assez radicaux. Donc il est obligé d'aller dans ce sens. Là où le petit bémol qui m'autorise à être en communion avec Jérôme sur un certain nombre d'aspects développés, c'est que dans l'espace CEDEAO, il y a le principe de l'inviolabilité des frontières. En décidant cette mesure assez forte-là, donc on est en déphasage avec ce principe de l'inviolabilité des frontières. Comment est-ce qu'on va régler ce précédent s'il arrivait
justement que la CEDEAO envoyait des troupes pour rétablir l'ordre constitutionnel. Parce que c'est le langage. Oui. C'est le vocable qui est utilisé, le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, je puis vous dire que ce matin même, à la commission de la CEDEAO, il y a eu une conférence de presse. Et qu'est-ce que le président de la commission de la CEDEAO a dit? C'est qu'il n'y aura pas d'invasion de la CEDEAO. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'invasion de la CEDEAO au Niger, mais qu'il continue toujours par privilégier la voie du dialogue. Oui. Maintenant, c'est ce que recommande même le protocole additionnel. Non, mais il faut chercher le protocole additionnel de la CEDEAO que je maîtrise dit en tout état de cause, il faut privilégier les voies de recherche de solutions. Et les voies de recherche de solutions, ce sont ces voies qu'explore aujourd'hui la commission de la CEDEAO. Et vous voyez, à un certain moment, il ne faut pas jeter de l'anathème uniquement sur la CEDEAO. La posture des militaires qui ont pris le pouvoir, avec leur comportement aussi, a braqué à un moment donné certains chefs d'État de la CEDEAO. Lorsque la plénière prend une décision, je peux ne pas être pour cette décision, mais lorsque on arrive et que la plénière remporte ou bien prend cette décision, donc je suis obligé de m'aligner. Mais dans les couloirs, je peux développer des actions aussi pour dire, en fait, la plénière a décidé, mais il y a également d'autres cartes à jouer pour parvenir à une issue assez... Donc aujourd'hui, dans l'appréciation du problème ou bien de la situation politique assez délétère au niveau du Niger, il faut que on soit, disons, conscient d'une chose. Il sera difficile de rétablir le président Bazoum dans son rôle de président du Niger. Parce que c'est un point dont les militaires ne veulent même pas entendre parler. Et je crois que l'un des émissaires de la CEDEAO qui a été finalement accepté l'ancien président nigérien, il l'a dit sur la chaîne de BBC que les militaires, les putschistes ne veulent même pas discuter de ce sujet-là, mais qu'ils sont ouverts et qu'ils veulent discuter des voies et moyens pour un retour, disons, à une gouvernance civile de l'État. Maintenant, les torts sont partagés. On ne peut pas jeter rien que de l'anathème sur la CEDEAO, mais les torts sont partagés. Parce que faire un coup d'État dans un pays, on peut avoir tous les mobiles pour justifier ce coup d'État, mais ça ne permet pas également l'avancement de la sous-région. Mais dans un autre camp aussi, il va falloir qu'on puisse également, dans l'espace CEDEAO, travailler sur, disons, les élections dans nos pays, afin que les gens, qu'il n'y ait pas trop de contestation. Donc c'est là où on attend également la commission de la CEDEAO qui fait des efforts, mais des efforts qu'on peut parfaire sur la durée. Merci beaucoup, Credo. Eric, le Burkina et le Mali ont officiellement l'autorisation d'intervenir sur le sol nigérien en cas d'agression, et cette autorisation a été annoncée hier à l'issue d'une discussion entre les émissaires de ces deux pays et le général Tiani. Oui. C'est dans les normes. Hein. On signe des accords de défense avec des pays, frères, amis, et voilà. Moi, ce que je veux dire, je crois que je ne vais pas changer aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. J'ai déjà dit que c'est vrai, personne ne peut accepter aujourd'hui, dans l'espace CEDEAO, un coup d'État. L'on est en train de dire tout simplement que ce coup d'État au Niger est un coup d'État de trop. Parce que ça devient comme une épidémie. Et si l'on y prend garde, ce qui va se passer dans la sous-région, c'est qu'on est en train de retourner au temps des indépendances, où tout de suite les militaires sont arrivés au pouvoir avec tout ce que cela comporte. Il y a un truc très simple dans cette situation. La CEDEAO a dit nous allons intervenir militairement. Je l'ai dit, c'est juste pour mettre la pression sur ceux qui ont fait ce coup d'État de trop. Et donc, on veut aller négocier. Mais nous avons quel poids vis-à-vis des gens, de nos interlocuteurs. Et donc la CEDEAO a mis dans la cagnotte une intervention militaire
qui sera très difficile à mener. Pourquoi? Parce que, d'abord, il faut que la conférence des chefs d'État acte cette intervention. Et là, tout le monde, on n'est pas encore unanime sur le sujet. Il y a des pays importants comme le Togo, le Cap-Vert et d'autres qui ne sont pas d'accord pour qu'il y ait une intervention militaire. Ça déjà, c'est un peu difficile pour la CEDEAO. Le deuxième pan du sujet, c'est que pour intervenir dans un pays, il faut forcément l'accord ou bien le quitus du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qu'on a vu dans les pays comme la Libye, la Syrie, l'Irak, oui. C'est des coups de force que les Occidentaux ont menés pour intervenir militairement dans ces pays-là. Est-ce qu'il y a des risques qu'il y ait encore ces coups de force aujourd'hui? Oui, ça existe toujours, parce que ce sont des puissances militaires. Et voilà, le cas ukrainien est encore devant nous. Il est palpable. Tous les jours, c'est des bombardements des villes, des civils qui meurent, etc. Mais qui arrive à arrêter la Russie? La Russie dit, je fais une opération spéciale, qui est devenue aujourd'hui une guerre spéciale. Parce que l'Ukraine aussi, les Ukrainiens, tout en mourant comme des mouches, continuent toujours par faire la guerre à la Russie parce qu'on veut protéger son territoire. Donc, la CEDEAO ne peut pas intervenir aujourd'hui au Niger. Alors, maintenant, si ce que la junte, ouais. Les putschistes, ce qu'ils disent en signant un accord de défense avec le Mali et le Burkina, je dis que c'est, comme on dit chez nous, c'est se muscler, quoi. Donc, ils veulent juste dire, malgré tout ce qui se passe, nous avons des gens qui sont de notre côté. Voilà, la CEDEAO n'est pas unie sur le sujet, tout simplement. Alors, cette nouvelle étape nous éloigne-t-elle de la perspective d'une issue diplomatique à cette crise entre la CEDEAO et le Niger, selon vous? Je ne crois pas. Je ne crois pas, du moment où déjà les militaires ont fait des propositions qui sont en étude au niveau de la commission de la CEDEAO justement dont il parlait. Donc, les propositions sont sur la table. On va discuter, on va voir dans quelle mesure on peut appliquer ces propositions-là. Parce qu'en réalité, les militaires sont en train de reprocher quelque chose au pouvoir civil de Bazoum. Et donc, il faut peut-être se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Et ce n'est pas seulement dans ce pays. Dans tous les pays de la sous-région, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous avons adopté la démocratie et on est en train de faire notre démocratie, mais avec des embûches. Tout le temps. Au Burkina, au Mali, en Guinée, au Niger. Après, à qui le tour? C'est la grande question qu'on se pose. Credo, est-ce que cette nouvelle étape qu'on vient de franchir avec l'officialisation des accords au Mali et au Burkina pour intervenir militairement nous éloigne aujourd'hui de la perspective d'une issue favorable à travers le dialogue? Est-ce que c'est possible que le dialogue aboutisse? Non, le dialogue va prospérer. Le dialogue va prospérer. Comme l'a dit Eric, oui, non, le dialogue va prospérer obligatoirement. Et les dirigeants de la CEDEAO sont dans cette posture. Et c'est pourquoi il faut saluer la conférence de presse de la commission de la CEDEAO aujourd'hui à Abuja, qui a fait un pas en avant pour dire qu'il n'est pas question, ils ne sont pas strictement dans une logique d'invasion du Niger, mais qu'ils vont privilégier beaucoup plus les voies de dialogue et les voies de dialogue. Et c'est vrai également, avant de revenir à cette autorisation, bien à ce mouvement d'ensemble autour du Niger, il nous en souvient également que dès les premières heures, ces deux pays avaient déjà, qui nourrissaient, disons, des verves
contre la CEDEAO, ces deux pays. Vous parlez du Burkina et du Mali. Du Burkina et puis du Mali qui ne souffraient pas la CEDEAO. Donc, c'est une occasion pour ces pays aussi d'emmerder la CEDEAO. Disons-nous les choses. Donc, c'est la politique. Donc, ils vont les emmerder. Tout ce qui est bon pour emmerder la CEDEAO à cause de certains chefs d'État de la CEDEAO qui seraient dans le zèle. Donc là, ils peuvent essayer de jouer cette carte-là. Eric a donné, a soulevé un point. Que les gens se réjouissent aujourd'hui de ce coup d'État ou bien des difficultés entre le Niger et la CEDEAO, ça c'est une chose. Mais il ne faudrait pas encourager les coups d'État de trop. Parce que lorsqu'on s'inscrit dans une logique de démocratie, c'est qu'on arrive au pouvoir par la voie des urnes. Et ça sera, une contagion. Ça sera perçu comme une contagion, comme un corps habillé qui est dans le périmètre immédiat du chef de l'État d'un pays peut se lever un jour pour dire « je prends les rênes du pouvoir ». Et lorsqu'on prend les rênes du pouvoir, c'est en ce moment qu'on va aller chercher des pôles d'accusation contre le pouvoir. Est-ce que tout ce que les putschistes ont raconté sur le système de Bazoum, est-ce que nous pouvons tabler ici sur ce plateau que tout est vérifié? On met un grand point d'interrogation. Parce que lorsque vous prenez la place de quelqu'un, c'est tellement facile d'accuser cette personne en sortant, disons, toute une litanie d'accusations. Parce que la personne que vous avez, disons, maîtrisé en griffe bien anéanti, n'est plus dans une posture de riposte. Et vous avez vu que depuis un certain moment, le président déchu Bazoum n'a pas droit à la parole, bien qu'il ait le téléphone, donc il ne peut pas parler officiellement. Donc est-ce que tout ce qu'on, je dis, je mets des réserves, tout ce qu'on lui reproche, est-ce que cela est vérifié? Maintenant que le Niger, que la junte ait décidé de défier, disons, la CEDEAO, ça c'est une posture également, parce que lorsque nous étions dans l'enfance, on peut avoir peur, et c'est ça qui nous permet même de nous égosiller pour que celui qu'on a en face puisse parler. Donc je crois qu'on va revenir même sur la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères. Oui, tout à Donc l'heure, aujourd'hui, le Niger compte sur la Russie. Et la Russie, rien n'est dit officiellement rien, cette relation entre le Niger et la rien Russie. n'est tablé officiellement, donc on ne va pas le faire, mais le Niger a fait des appels au soutien. Maintenant, pour revenir sur les sanctions économiques que Jérôme a développées, ce sont des sanctions de coercition, des moyens de coercition que la CEDEAO a voulu dans un premier temps pour obliger les militaires à céder le pouvoir, à rétablir l'ordre constitutionnel. Maintenant que malheureusement les militaires au pouvoir ne sont pas des victimes directes, ce sont les populations. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la CEDEAO pense autrement pour soulager ces populations? Je puis vous dire aujourd'hui que ce matin, le Haut Conseil des Nigériens au Bénin a fait également une conférence de presse, une sortie, pour demander au président Patrice Talon de s'engager à ce qu'une issue heureuse soit trouvée et de ne pas essouffler le Niger par rapport à la frontière. Donc ce sont des actions comme ça, et c'est là où moi je voudrais dire que, vous savez, lorsqu'on a dans une famille quelqu'un qui parle peu, c'est que vous avez la chance que cette personne agisse et réfléchisse et agisse et privilégie le dialogue. C'est pourquoi nous, dans notre parution de cette semaine, nous avions titré Faure Gnassingbé, un bien précieux pour la CEDEAO. Wow. Et nous avons vu les actions que Faure Gnassingbé avait faites dans le sujet que Jérôme a dit. Lorsque les militaires ivoiriens étaient au Mali, avaient des difficultés, la CEDEAO était là. Mais la CEDEAO comme entité n'a plus rien fait. Donc c'est Faure Gnassingbé qui a mené les négociations. Et vous avez vu également que la première fois où la délégation de la CEDEAO, la délégation de haut niveau, est aussitôt sortie sur le tarmac, mais ils ont été obligés de reprendre les airs. Donc c'est également Faure Gnassingbé qui a privilégié la voie d'écoute, la voie de dialogue. Donc c'est là où nous disons, lorsqu'une famille a toujours un bien précieux, et aujourd'hui la CEDEAO doit également se ressourcer assez dans les couloirs de discussion, associer le président togolais. Et vous aurez aussi remarqué que dans les premières heures de cette affaire,
c'est le président béninois qui a été choisi, mais il n'a même pas pu quitter l'aéroport de Cotonou parce que sa déclaration déjà, on ne va pas à une, disons, médiation en faisant une déclaration préliminaire qui puisse braquer une partie. Donc aujourd'hui, vous avez vu que le travail ou bien cette médiation a été confiée à l'ancien président nigérien Aboubakar. Oui. Donc c'est dire que lorsqu'on est dans une situation de crise, c'est vrai, il y a une communication de crise, mais avant d'aller dans l'invective, on doit essayer de tabler sur des voies de médiation, ce que la CEDEAO a manqué à un certain moment, parce que la CEDEAO voudrait rester dans la logique de l'euphorie du président nigérien qui a pris les rênes de la CEDEAO pour dire plus de coup d'État. Mais il oublie que lui, il vient juste d'arriver, il ne maîtrise pas encore les rouages de la commission de la CEDEAO. Et si vous avez la chance, une fois, d'assister à un sommet des chefs d'État de la CEDEAO, vous comprendrez les mécanismes de prise de décision. Merci beaucoup. Un dernier mot. Oui, moi je ne voulais pas, en tout cas, enfin, sans vouloir applaudir les coups d'État en Afrique, mais je me dis qu'il faudrait que de l'autre côté, qu'on cesse de faire d'autres coups d'État. Ce n'est pas seulement les coups d'État militaires qui posent problème. Est-ce qu'il faut encourager la prise du pouvoir par les armes? On va laisser Credo aller dans son développement. Oui, et donc, je dis qu'il va falloir que véritablement que des gens cessent aussi des coups d'État constitutionnels, institutionnels et électoraux. C'est de ça que viennent véritablement les coups d'État militaires. Et maintenant, lorsque on parle de la médiation tranquille ou silencieuse, je ne sais pas quoi, de M. Faure Gnassingbé, on dit, un adage de Chine dit, la charité bien ordonnée commence par soi. Il va falloir que véritablement M. Faure Gnassingbé se retrouve dans ce qu'il fait. Il ne va pas falloir que M. Faure Gnassingbé aille quand même apaiser les cœurs ailleurs et que dans sa propre maison, que des gens graissent dedans. Ce n'est pas bien. Il va falloir que M. Faure Gnassingbé revienne d'abord balayer devant sa cour avant d'aller balayer quand même devant la cour des autres. Merci beaucoup. Le temps est contre nous pour le journal. On reviendra sur le Niger. Promettez-nous qu'on va revenir sur le sujet. On va y revenir, je vous le promets. Parce que j'ai comme l'impression on va y revenir, s'il vous plaît. Ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. On va y revenir. Nous marquons la pause pour le journal, puis on retrouve tout de suite.